Bonjour à tous, je suis Sarah Prat-Dioré, je suis doctorante en sciences de gestion, donc, sous la direction de David Carassus à l'Université de Pau. Et aujourd'hui, je vais vous parler des pratiques organisationnelles inclusives appliquées au handicap et communiquées par les groupes cotés au CAC 40 dans les documents universels de référence de 2021. Je remercie les organisateurs de cette journée. Voilà, je suis ravie de vous présenter une partie de mon sujet. Donc on verra le contexte de la recherche, la question de recherche. On a fait une revue systématique de littérature, donc avec mon directeur, donc je vous présenterai les résultats. Je présenterai l'ancrage théorique et les concepts mobilisés, la méthodologie de la recherche et les résultats de l'analyse qualitative. Voilà, donc pourquoi je m'intéresse à ce sujet? Parce que l'inclusion des travailleurs en situation de handicap au sein des organisations, c'est une question sociétale majeure. Il y a 1 milliard de personnes en situation de handicap dans le monde, donc ce qui représente 15% de la population mondiale. Et elles sont ces personnes sont 2 fois plus au chômage que la plupart des personnes. Donc, par rapport à la situation de handicap, qu'est-ce que c'est? Donc, j'ai retenu une définition de la députée des Messines. Donc, c'est l'interaction entre une altération substantielle durable ou définitive, voire multiple et complexe d'un organe ou d'une fonction motrice, sensorielle, mentale, cognitive, psychique, ou d'un trouble de santé d'une personne, et un environnement, qu'il soit facilitateur ou générateur d'obstacles, lorsque cette interaction limite ses activités ou réduit sa participation à la vie sociale au regard du projet formulé par la personne, ou à défaut lorsqu'elle ne peut exprimer son avis. Donc c'est intéressant cette définition parce qu'on retient le rôle prépondérant de l'environnement. Donc est-ce qu'il est générateur d'obstacles ou est-ce qu'il est facilitateur justement? Donc par rapport à la définition de l'inclusion, donc il y a plusieurs définitions. Donc celle d'Avery, l'inclusion, c'est la perception qu'ont les individus de la façon dont les organisations font des efforts pour associer tous les salariés aux projets et aux missions des entreprises, en respectant les talents de chacun. Donc celle de Bormarac, donc l'inclusion, c'est le degré à partir duquel les employés ont le sentiment de participer au processus organisationnel essentiel. Ensuite, celle de Shore, qui est très importante pour moi. C'est l'inclusion, c'est la satisfaction des besoins individuels par le groupe. Donc, il s'agit du niveau auquel les personnes vivent la capacité d'une organisation à reconnaître leurs besoins d'appartenance et leurs besoins d'être uniques. Donc, je vous en reparlerai après. Donc, notre question de recherche, c'est est-ce que les déterminants de l'inclusion, donc on a identifié dans une revue systématique, se retrouvent dans les pratiques organisationnelles communiquées par les groupes cotés. Donc voilà, donc j'ai réalisé une revue systématique qui a duré 2 ans. Donc je suis partie de 1108 articles et on a obtenu 32 articles qui traitaient de l'inclusion organisationnelle des travailleurs en situation de handicap. Donc là, vous voyez qu'on est passé par plusieurs étapes. Donc on avait 3 bases de données initiales et à la fin, on est arrivé à 32 articles finaux. Donc on a exclu évidemment tous les articles qui traitaient de l'inclusion chez les personnes, enfin chez les étudiants, en milieu scolaire, pour garder que les salariés. Donc, par rapport aux résultats de cette revue, donc cette revue systématique, elle nous a permis d'identifier pas mal de variables qui étaient identifiées dans les recherches académiques, notamment les pratiques organisationnelles. C'est pour ça que je voulais en parler aussi aujourd'hui. Le leadership inclusif, l'adéquation personne-emploi, donc c'est l'adéquation entre les exigences de l'emploi et les besoins de la personne salariée. Le soutien organisationnel perçu, la discrimination, enfin là vous avez tous les pourcentages. Donc après, donc je m'inscris dans plusieurs théories, donc notamment la théorie de la distinction optimale de Brewer,
qui a été reprise par Shore en 2011, Shore et Hall, pardon, et qui définissent l'inclusion comme la façon dont la personne perçoit qu'elle est reconnue au sein d'un groupe de travail en termes d'appartenance et d'unicité. Voilà, donc là, je vous montre le cadre conceptuel. Donc, lorsque l'unicité et l'appartenance sont fortes, on a une situation d'inclusion. Je vais définir ce que c'est après. Le concept d'appartenance, en fait, c'est la motivation à former et à maintenir des relations fortes et stables avec d'autres personnes. Et l'unicité, c'est la motivation à avoir un soi distinctif. En fait, quand on a une unicité, une appartenance forte, on est dans une situation d'inclusion. Donc, je m'inscris également dans la théorie du stéréotype content model. Donc, elle explique deux types de stéréotypes existants au sein d'un groupe social. Donc, souvent, les employés, en fait, en situation de handicap, ils subissent des stéréotypes, et notamment de chaleur humaine, donc qui peuvent être perçus comme sympas, gentils. Leur handicap peut renvoyer à de la pitié et à un manque de compétences. Donc, ça, c'est des stéréotypes. Et justement, une organisation inclusive va lutter contre ces préjugés, ou alors lorsque les préjugés sont absents. Donc, je m'inscris également dans la théorie de l'identité sociale de Tachfel et Turner. Donc, elle se centre sur les préjugés au sein des groupes. Et en fait, c'est les personnes qui se classent elles-mêmes dans des catégories et donc qui vont classer les autres personnes aussi dans d'autres catégories. Et ça fait naître des stéréotypes au sein des organisations. Donc, une organisation inclusive lutte contre ces préjugés, du coup. Donc, après, je m'inscris dans la théorie JDR. Donc, la théorie JDR, en fait, le travail est défini à la fois par des exigences professionnelles et des ressources professionnelles. Et l'organisation inclusive, justement, établit un équilibre entre ces exigences et ces ressources. Donc, par rapport à la méthodologie de la recherche, qu'est-ce que j'ai fait exactement ? En fait, au début, j'ai relevé toutes les pratiques organisationnelles présentes dans les documents universels de référence des groupes cotés. Et ensuite, après, j'ai essayé de faire un processus d'encodage et une analyse dans NVivo. Donc, ça nous a donné les résultats suivants. Donc là, vous avez la plupart des pratiques qui sont communiquées par les groupes cotés. Donc, on voit qu'il y a pas mal de pratiques de ressources humaines, la sensibilisation au handicap, les aménagements de travail, la lutte contre les discriminations, etc., etc., le recours au secteur adapté, protégé. Ensuite, j'ai essayé de comparer justement les variables que j'avais identifiées au préalable dans la revue systématique et les comparer à celles qui étaient communiquées par les groupes cotés. On voit qu'on les retrouve pas toutes du coup, parce que à gauche on a celle de la revue systématique et à droite celle des documents universités de référence. Donc on voit que les variables individuelles comme la satisfaction au travail, le bien-être au travail, la motivation, sont pas forcément retrouvées dans les documents, je me suis trompée. Oui, c'est ça. Elles sont pas forcément retrouvées dans les documents universels de référence. Ensuite, j'ai fait une analyse lexicale aussi dans NVivo qui m'a permis de voir que, en fait, le terme d'intégration, il s'efface progressivement par rapport au terme d'inclusion, mais que le terme d'inclusion est encore peu retrouvé face au terme de diversité. On parle encore beaucoup de diversité et un peu moins d'inclusion. Donc, ça m'a permis de voir aussi cette analyse que les aménagements de travail des personnes en situation de handicap sont cités, mais très globalement, en fait, sont très peu précisés quels sont les types d'aménagements possibles pour eux. Donc, on a la mention d'une culture inclusive, mais en fait, il y a peu d'exemples concrets.
Je regarde au niveau du temps, excusez-moi. Donc en fait, donc ça nous a permis de voir que il y a une volonté des groupes cotés de communiquer sur le taux d'emploi des personnes en situation de handicap, combien sont employés dans les entreprises et les efforts entrepris. Donc en fait, ils construisent une certaine responsabilité sociétale, mais finalement en pratique, l'inclusion elle est peu répandue. Et finalement, les variables qu'on retrouve dans les documents universels de référence, elles sont très peu présentes. Enfin, les variables individuelles sont très peu présentes. Donc, on ne parle pas beaucoup du stress des personnes en situation de handicap, de leur motivation ou de leur bien-être. Donc, finalement, on est au stade d'une communication inclusive. Donc il y a une vraie volonté de dire que voilà, on va évoluer vers une inclusion, mais il y a très peu d'analyse en profondeur des relations entre les salariés en situation de handicap et leurs collègues notamment. Voilà, je vous remercie pour votre attention.